Bonjour à tous, il se définit lui-même comme un praticien de la Chine, où il réside et travaille depuis plusieurs années maintenant. Il dirige les activités Asie du cabinet Roland Berger et à ce titre il conseille de nombreuses entreprises internationales et chinoises. Il vient de sortir Comment la Chine change le monde, un livre passionnant qui permet de mieux comprendre les rouages de la puissance chinoise. Bonjour Charles-Édouard Bouet. Bonjour. Vous le dites dans votre livre, il s'agissait pour vous notamment de dissiper le brouillard d'ignorance, la brume d'ignorance à l'égard de la Chine. Cette méconnaissance, vous la constatez encore aujourd'hui chez les dirigeants économiques ou politiques français à l'égard du pays? Nous avons un certain nombre de dirigeants français qui ont une très grande connaissance de la Chine parce qu'ils ont ou vécu ou travaillé. En même temps, la grande majorité des personnes qui travaillent avec la Chine ont une forte méconnaissance de la Chine. Méconnaissance qui se traduit par quoi? Des erreurs basiques dans Non, c'est plus un équilibre. Un pays, c'est la somme de trois parties. C'est la somme d'une histoire, d'une civilisation, c'est la Chine, de la façon dont les gens travaillent, les entrepreneurs, et d'un État. Donc il faut bien comprendre les trois dimensions, ce que moi j'ai appelé l'esprit, l'énergie, l'État. Mieux comprendre la Chine, ça veut dire cesser de diaboliser ces entreprises quand elles espèrent faire du business avec nous, nouer des alliances. Ça veut dire les laisser prendre le contrôle d'un certain nombre d'entreprises françaises? Non, je ne verrai pas jusque-là. Je pense que c'est une question d'équilibre. On a trois groupes de personnes qui regardent la Chine. On a les pro-chinois, qui pensent que c'est l'Eldorado, c'est les nouvelles zones de croissance. On a les anti-chinois, qui pensent qu'ils exploitent les enfants, qu'ils vont prendre nos technologies. Et puis un groupe, de plus en plus nombreux, j'espère, qui regarde ça avec équilibre, dans une compétition mondiale. On ne peut pas laisser nos entreprises aux mains des Chinois directement, mais avec aussi des opportunités en termes de marché et d'échanges culturels entre la Chine et la France. On l'a bien vu en France à propos d'un débat sur les transferts de technologies dans le nucléaire, notamment ces derniers mois. Jusqu'où faut-il aller en ce domaine pour faire du business avec les entreprises chinoises? Quel garde-fou dresser? Alors, de toute façon, il ne faut rien faire qu'on regretterait d'avoir fait après. Je pense que c'est une règle que n'importe quelle entreprise doit avoir. En même temps, dans une compétition mondiale, on a un certain nombre de concurrents, Westinghouse, pour ne pas le citer, qui donnent des technologies. Et donc, chaque pays doit trouver l'équilibre entre donner de la technologie et continuer la course à la technologie pour être toujours à la pointe, ce que font nos amis allemands, nos amis japonais. Donc, on ouvre le capot pour faire du business avec les entreprises chinoises, y compris sur des activités sensibles. On ouvre le capot sur des technologies, j'allais dire, qu'on maîtrise, mais qui ne sont pas complètement à la pointe. Et en même temps, on continue la course à la R&D, qui fait qu'un pays devient de plus en plus efficace. Jean-Louis Beffa, qui a fait la préface de votre ouvrage, explique que l'Europe a besoin de la Chine et la Chine a également besoin d'une Europe forte pour contrebalancer le dialogue avec l'Amérique. C'est ce que vous pensez également? Tout à fait. Dans les années 2007-2008, il y a eu un grand débat sur le fameux G2, poussé par les Américains. Les Chinois ont toujours réfuté le concept de G2, et même Henry Kissinger, qui était un pro du G2, a dû faire marche arrière. Et aujourd'hui, la Chine recherche un équilibre, c'est ce que j'essaie d'écrire dans mon ouvrage, un équilibre où elle retrouve sa place qu'elle a perdue en 1830 et qu'elle devrait retrouver en 2030, et en même temps un monde multipolaire avec les pays émergents d'un côté, l'Occident, Europe et Amérique. Et quelle peut être la place de l'Europe dans ce monde multipolaire? Alors l'Europe déjà est un énorme partenaire de la Chine, voire le plus gros aux dernières statistiques. Elle est un marché débouché pour la Chine et en même temps la Chine constitue un énorme débouché pour nos entreprises européennes. Je le disais en vous présentant, M. Bouet, vous vivez depuis plusieurs années en Chine avec votre famille. Cette société chinoise qu'on dit en pleine effervescence, vous la voyez vous-même changer? La Chine se déplace à grande vitesse. Alors le PIB est en forte croissance, mais en même temps, on sent au fur et à mesure des années la transformation de la Chine. La plus grosse transformation que j'ai vécue, moi, c'est 2008. Avec le basculement, c'est ce que j'écris dans l'ouvrage. 2008, c'est les JO. 2008, c'est les JO, c'est le plan spatial, c'est le tremblement de terre du Sichuan, et c'est le basculement, la chute de l'Empire américain, Lehman Brothers. La crise financière mondiale qui donne à la Chine un nouveau rôle planétaire. Et qui pose des questions à la Chine, puisque la Chine a vécu sur le modèle de Deng Xiaoping pendant 30 ans, qui était enrichissez-vous, qui était un modèle de rêve chinois ou rêve américain. Elle a basculé en 2008 et depuis l'année dernière, début de cette année, avec le nouveau gouvernement, la nouvelle équipe dirigeante, on est rentré dans une nouvelle ère. Alors, nouvelle équipe dirigeante, nouveau leader, Xi Jinping, oui. J'espère que je prononce bien. Xi Jinping qui utilise beaucoup l'expression rêve chinois. Oui, alors je veux vous corriger de 30 secondes là-dessus. Le rêve chinois s'apparente au rêve américain, oui, qui était un rêve qu'on a vécu pendant 30 ans, qui était enrichissez-vous. Les mots de Xi Jinping, alors parfois ils sont mal traduits, c'est pour moi le rêve de la Chine. Donc c'est la Chine qui retrouve sa place, et c'est la Chine qui retrouve son rôle de
de première puissance mondiale. Et ça va se traduire par quoi concrètement? Ce slogan, c'est quoi? C'est juste du marketing ou est-ce que ça ouvre la voie à des virages politiques, sociétaux majeurs? Alors, ce n'est pas un slogan politique, même s'il est utilisé de manière politique. C'est très clairement la nouvelle direction du parti et la direction du parti. C'est une idée de retrouver la place de 1830, comme je l'ai dit, donc en 2030, après 200 ans, de retrouver la place de première puissance économique mondiale. C'est un sujet sur trouver une croissance plus équilibrée, avec le gros travail qui est fait sur la corruption. Un membre de NDRC hier a été inculpé, donc ça prouve que le phénomène de travail sur la corruption est en cours. Un travail sur l'urbanisation et la modernisation agricole. Donc tout un vrai travail de fond sur la transformation de la société. Vous parliez à l'instant de la croissance. On a eu les chiffres de la croissance au premier trimestre qui est 7,7%. Certains ont considéré que c'était un non-événement. D'autres disent au contraire que ça montre que le système est en train de craquer de toutes parts. Quelqu'un a dit même que la Chine prenait l'eau de toutes parts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 7,7%, ça reste quand même un taux de croissance très élevé. Le chiffre n'est pas hyper important parce qu'après, il y a toujours une erreur statistique. On sait bien que les chiffres ont une validité statistique. Ce qui est plus important pour moi, et je l'ai écrit aussi dans l'ouvrage, c'est « Et si la Chine échouait ?» Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que l'échec de la Chine sera un échec mondial avec des impacts mondiaux. Donc aujourd'hui, on est sur une Chine qui est en transformation, qui est en train de rentrer dans ce rêve de la Chine, qui a un vrai sujet de consommation intérieure, qui a un vrai sujet de baisse de l'export. Et donc la vraie question, c'est comment ils vont s'adapter. Ils sont dessus. Et la question, c'est pas ce qu'ils vont échouer ou pas. Hein. S'ils échouent, on échoue. S'ils réussissent, on a peut-être des chances de réussir. Donc on doit tous se mettre pour s'assurer que la Chine n'échoue pas. Merci beaucoup, Charles-Édouard Bouet. À bientôt. Merci.